On peut commencer? Alors, on va commencer, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci beaucoup. Alors, au nom du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ainsi que du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, je viens de massacrer notre nom, ça part très bien. Alors, bienvenue à cette rencontre de transfert de l'action concertée sur la persévérance et la réussite scolaire. Je me présente, mon nom est Nathalie Roy, je suis coordonnatrice du programme des actions concertées au Fonds Société et Culture et je suis accompagnée à partir de Montréal de Gabriela Birsan, de laquelle vous avez reçu des communications jusqu'à maintenant. C'est elle qui est la principale organisatrice de cette rencontre. Et je profite tout de suite pour vous dire qu'après la rencontre, elle va vous acheminer un lien vers le rapport final que vous avez déjà eu, mais aussi un sondage pour évaluer l'appréciation que vous avez de votre expérience d'aujourd'hui à la rencontre de transfert. Alors, on dit qu'en pédagogie, il faut répéter 3 fois pour que le message puisse passer. Alors, considérez que vous êtes averti pour la première fois de l'invitation à répondre au sondage. Alors, merci à Gabriela pour l'organisation de la rencontre, mais également à Mylène Jeté, qui est de la direction de la... Je lis mes notes, Mylène, parce que la direction change de temps en temps de nom. Donc, direction de la méthodologie et des études pour son soutien à l'organisation de cette rencontre également. Mylène va vous adresser quelques mots à la fin de cette rencontre. Elle va également agir à titre de modératrice pour les gens en ligne pour recevoir vos questions et commentaires des gens en web diffusion. Alors, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec le fonds, là je vais le dire comme il faut, le Fonds de recherche Québec Société Culture, essentiellement, notre mission, c'est de soutenir la relève scientifique et la recherche dans les secteurs des sciences humaines, des arts et des lettres. Il y a 2 autres fonds de recherche au Québec, un qui s'occupe de la recherche en santé et l'autre des recherches en nature et technologie. Il y a des valeurs importantes pour le fonds et je me permets d'en nommer 3 aujourd'hui parce que ça va directement dans le sens de ce qu'on est appelé à faire ensemble. Donc, pour le fonds, on a très à cœur le respect de la liberté académique, l'excellence scientifique, mais aussi l'accès public aux résultats des recherches qui sont financées par l'entremise du fonds. Le projet d'aujourd'hui s'inscrit dans un programme bien particulier parmi l'ensemble des programmes du fonds. Il s'agit du programme des actions concertées et il est particulier en ce sens que pour ce programme-là, on invite les chercheurs à partir des besoins du partenaire. Dans ce cas-ci, le partenaire est le ministère de l'Éducation. Et c'est ce qui permet de produire un des moyens, c'est-à-dire de produire des recherches qui sont plus directement en lien avec les besoins du milieu. L'action concertée sur la persévérance et réussite scolaire est le fruit d'un partenariat avec le ministère de l'Éducation et existe depuis près de 15 ans. Ces objectifs de ce programme, mais aussi du programme des actions concertées, sont en parfaite cohérence avec les valeurs du fonds, parce qu'avec lui, on veut offrir et aussi faire connaître aux décideurs, aux gestionnaires et aux intervenants des résultats de recherche qui soient à la fois solides, fiables et directement en lien avec leurs besoins, pour, à terme, favoriser la réussite des élèves et des étudiants dans la poursuite de leur cheminement scolaire. Et c'est dans cette optique que s'inscrit la rencontre d'aujourd'hui. Alors, quand on entend élèves et étudiants, on pense plus spontanément aux enfants, aux adolescents. C'est en tout cas mon cas, c'est moins votre cas à vous qui êtes des experts du domaine de la formation aux adultes, mais pour la population générale, on pense plus spontanément à ces populations-là. Or, le soutien aux adultes, jeunes et moins jeunes, est également au cœur des préoccupations du ministère de l'Éducation. Et la reconnaissance des acquis et des compétences qui proviennent des apprentissages qui sont faits en dehors des établissements d'enseignement apparaît comme une des voies pour rehausser l'accès à un diplôme qualifiant pour tous, et ce n'est pas mineur dans le parcours des personnes. Et c'est le thème de la synthèse des connaissances qui sera présenté aujourd'hui. Alors, j'en profite pour amorcer en vous présentant nos présentateurs, présenter leur parcours rapidement. Donc, Mme Rachel Bellil, qui agit à titre de responsable du projet, qui est professeure titulaire au département d'orientation professionnelle à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Elle est également membre du Centre d'études et de recherche sur les transitions et l'apprentissage, le CERTA pour les intimes. Elle est accompagnée aujourd'hui de son co-chercheur, M. Nicolas Fernandez, qui est professeur adjoint à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et aussi membre du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Nicolas, j'ai choisi ça. Tu pourras en dire plus davantage lors de ta présentation. J'avais des choix à faire dans vos 2 cas. Alors, Mme Bellil et M. Fernandez viennent vous présenter, vous partager leurs principales découvertes, mais aussi leurs
pistes de réflexion et les pistes d'action qu'ils ont dégagées de leurs résultats de recherche. Bien sûr, je compte sur vous pour mettre en lien ces résultats avec vos réalités spécifiques. On sait que ce domaine-là de la reconnaissance des acquis touche plusieurs ordres. Alors, c'est avec plusieurs perspectives différentes, chacun les vôtres, que vous venez entendre les résultats d'aujourd'hui, soit en présence, soit en web diffusion. Et d'ailleurs, je souligne que vous avez été très nombreux, et là, je m'adresse aux gens qui sont en ligne, à vous être inscrits à cette web diffusion. Un peu avant la rencontre, on avait un peu plus de 300 inscriptions de gens vraiment partout à travers le Québec, de la Côte-Nord à la baie James, en passant par Montréal, Québec. Presque toutes les régions du Québec étaient représentées, en fait. Et vous êtes d'organismes variés également, les gens inscrits à cette rencontre, soit le ministère de l'Éducation, les universités, des collèges, des centres de formation professionnelle, des écoles de métiers. Et vous, dans chacun de ces organismes-là, on a des corps professionnels variés, tels que les conseillers pédagogiques, les agents de développement, directeurs de formation continue, de FGA, conseillers en orientation, en communication, des enseignantes, des registraires, etc. Donc, une large panoplie de perspectives à partir desquelles recevoir les résultats qui vous seront présentés aujourd'hui. Et pour moi, c'est une indication claire que cette recherche-là répondait à un besoin, ce niveau d'intérêt-là pour la rencontre d'aujourd'hui. Alors, côté logistique, les chercheurs disposent de 45 minutes. J'ai mon petit bidule pour chronométrer Mme Bellil pour l'aider à rester dans le temps. Donc, ils vont venir vous présenter leur projet, les chercheurs, mais aussi leurs principaux résultats, mais aussi, selon eux, qu'est-ce que signifient ces résultats-là pour différentes catégories d'acteurs. L'utilisation de la web diffusion nous permet de prendre vos commentaires et vos questions pour les gens en ligne directement. C'est Mylène qui va faire la synthèse de vos commentaires, de vos questions, mais aussi qui va se faire le porte-parole des gens qui sont en ligne pour porter les questions et les interventions auprès des chercheurs. On aura une petite période d'échange pour les gens en web diffusion après la rencontre qui va être de 15 minutes. Il y a des gens sur place, il y a une séance de travail, une séance d'échange qui a été prévue après la web diffusion. Je vous avise qu'on va prioriser les questions des gens qui sont en ligne dans un premier temps pour les 15 minutes. Puis on va vous demander de réserver vos questions et vos commentaires pour les gens sur place après la rencontre, compte tenu que vous aurez un petit peu plus de temps pour le faire. Voilà. Alors, sur ce, je laisse la parole à Mme Bellil et à M. Fernandez. Merci Nathalie. Je vais aussi en profiter pour vous présenter Evelyne Mottet, qui est auxiliaire de recherche sur ce projet-là. Et les gens qui font de la recherche savent combien nos auxiliaires sont précieux et précieuses. Alors, et j'en profite pour remercier Evelyne aussi. Alors, donc, c'est vraiment un grand plaisir de vous présenter ce travail des 2 dernières années, en fait, pas tout à fait 2 ans. Donc, un travail qui s'est fait dans des délais relativement courts. C'était un projet de financement d'1 an. Et j'oublie de changer mes diapos. Et donc, comme Nathalie l'a souligné, c'est une étude qui s'est faite dans le cadre d'un programme spécifique ici au fond. Juste devant moi. D'accord. Alors, les objectifs de la présentation, on aurait pu aller dans plusieurs voies. Comme Nathalie l'a souligné, on a eu le souci de faire cette première recension des écrits francophones, je dirais. Il y en a quelques-unes en anglais, mais de la faire pour qu'elle puisse toucher les divers ordres d'enseignement, mais compte tenu de nos intérêts réciproques, Nicole était à l'époque, au moment où on a fait la demande, il était en formation à l'enseignement chez les enseignants en formation professionnelle à l'UQAM. Et donc, on avait dessiné le projet spécifiquement pour les adultes sans premier diplôme qualifiant. Donc, ici, il faut tout de suite se mettre en tête que cette recension des écrits-là ne fait pas état des connaissances sur, par exemple, la reconnaissance des acquis ou de formation des personnes immigrantes qualifiées qui arrivent dans un pays avec des qualifications déjà. On ne couvre pas cet aspect-là des choses. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de premier diplôme qualifiant, ce qui nous amène à couvrir les différents ordres d'enseignement, la formation générale des adultes, la formation professionnelle, la formation technique et éventuellement la formation préuniversitaire ou collégiale, et qui va se nommer différemment dans d'autres pays,
et la formation de premier cycle universitaire, puisqu'on trouve aussi des demandes. Donc, on a exclu quelques recherches qui allaient plutôt au deuxième et troisième cycle, parce qu'on est souvent avec des adultes qui ont un premier diplôme qualifiant. Donc, on vous présente l'état des connaissances. Évidemment, on ne pourra pas faire des points spécifiques aux différents ordres, mais on est au début de la diffusion. Donc, si vous avez des intérêts spécifiques, on a l'ouverture à faire des activités de transfert dans des milieux. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à communiquer avec moi. On va présenter des pistes d'action et des pistes de recherche, puis on est ici en présence pour soutenir la discussion, la réflexion sur le niveau de développement de la RAC officielle au Québec. Donc, on ne tient pas compte aussi des approches de reconnaissance des acquis et des compétences qui sont dans ce qu'on va appeler le non formel, comme les bilans de compétences et autres, mais on s'intéresse à celle qui est faite dans les établissements d'enseignement. Je vais y revenir brièvement tout à l'heure. Le but de l'étude, c'était de faire une synthèse des écrits sur les pratiques de reconnaissance, validation et accréditation de l'apprentissage non formel et informel. Ici, on a adopté la terminologie de l'UNESCO. Pour les gens qui lisent un peu sur la question, l'OCDE, l'UNESCO, le CDFOP ont toutes des appellations un petit peu différentes, mais qui couvrent quand même toujours le même grand domaine, parce qu'il fallait délimiter ça. Donc, quand on parle de RAC, ici, dans le projet, c'est qu'on parle bien des dispositifs québécois, mais pour pouvoir faire une recension des écrits, il fallait l'approcher de façon plus large. Donc, c'est l'appellation qu'on va utiliser. Et pour faire court, on va utiliser RVA dans la présentation et dans le rapport. Donc, une synthèse des écrits sur les pratiques. Donc, qu'est-ce qui se fait? On ne s'est pas intéressé aux textes qui ne faisaient que du discours ou qui ne faisaient que des avancées, des projets politiques qui n'étaient pas en place. On s'intéressait à des études qui documentaient ce que les adultes avaient vécu, ce que les milieux avaient mis en place, etc. Et qui contribuent à l'amélioration de l'accès, de la persévérance et de la réussite scolaire des adultes sans diplôme qualifiant. Je vais revenir sur ces termes-là. Mais d'abord, qui sont les adultes sans diplôme qualifiant? Qui on a considéré comme adultes sans diplôme qualifiant? Alors, vous avez dans le haut des diapos les pages correspondantes dans le rapport. Alors, parmi les adultes sans diplôme qualifiant, dans la façon dont on l'a travaillé, on a des adultes qui n'ont qu'un diplôme et on a des adultes qui ont un diplôme de formation générale. Alors, les adultes sans diplôme, on a ceux qu'on connaît bien, qui sont les adultes qui ont interrompu leur parcours de formation initiale au niveau du secondaire et qui n'ont pas eu de formation terminale au secondaire. Pour le Québec, ça veut dire quand on parle de formation terminale au secondaire, on a bien en tête le DES et le DEP. On n'a pas que le DES en tête. Le Québec a comme formation terminale le DEP. Alors, si on a un DEP, on a un diplôme qualifiant. Donc, les adultes sans diplôme qui ont interrompu leurs études. On a aussi des gens qui ont des certificats de qualification du marché du travail, mais qui ne sont pas un diplôme de, on va dire, l'éducation nationale. Alors, on les a intégrés dans ce groupe-là. Donc, ici, par exemple, quelqu'un qui aurait une certification de qualification professionnelle, mais qui n'aurait pas de diplôme de DEP et qui n'aurait pas de DES, serait inclus si éventuellement il y avait eu des études sur ça. Il n'y en a pas eu, évidemment. Et puis, on a aussi, et ça c'est important, et ça, on est dans la continuité d'un autre rapport de recherche qu'on a publié avec mon collègue Sylvain Bourdon sur les besoins d'orientation des adultes sans diplôme. On considère, pour différentes raisons, notamment des études américaines, les personnes qui ont obtenu différents types de certificats d'équivalence, mais qui n'ont pas complété la formation continue, le programme scolaire du diplôme du high school, du DES et autres. Donc, on considère comme sans diplôme, par exemple, les gens ici au Québec qui ont l'attestation d'équivalence de niveau de scolarité à la suite du TENS et même pour le GED qui est bien documenté aux États-Unis, parce que les études montrent bien une grande différence de conditions de travail, de conditions de santé des détenteurs du GED versus les détenteurs du high school. Alors, vous trouverez des références dans le rapport si ça vous intéresse. Et on a dans les adultes sans diplôme qualifiant, des adultes qui ont un diplôme de formation générale, soit d'études secondaires,
ou soit d'études collégiales, de niveau formation générale. Donc, ça serait ici au Québec des gens qui auraient le DEC préuniversitaire, mais qui n'ont pas de qualification. Alors, pour placer notre recension des écrits, on s'est intéressé évidemment en point de départ à la situation du Québec pour voir un peu où on en était. Juste ici pour vous donner un peu comment on aborde les choses, puis on va revenir plus tard sur la question du développement de la RAC au Québec, des niveaux de développement. Donc, pour nous, on se situe en ce moment, en 2018, dans le deuxième cycle de développement de la RAC. On espère qu'on est en voie de passer à un troisième cycle, mais on est toujours dans un deuxième cycle qui a été marqué par la politique de 2002 avec 8 mesures, etc. La politique de réussite éducative aborde certes la RAC, mais pas suffisamment pour dire qu'on passe à un nouveau cycle, puisqu'elle réitère ce qui était déjà dans la politique de 2002 et elle met l'accent sur quelques points spécifiques, mais elle ne va pas très loin, je pense qu'on peut se le dire. Voilà. Donc, du lieu de la recherche, des niveaux d'évolution, on ne peut pas dire que cette politique-là nous fait passer à un troisième de développement, il va falloir d'autres choses. Malgré le déploiement de l'offre, parce que ça, on voit bien depuis 2002 qu'il y a un réel déploiement de l'offre de services en RAC, particulièrement en formation professionnelle et technique et en FGA, en formation générale des adultes, moins dans les universités au Québec, par rapport à d'autres pays, c'est très clair que le soutien aux universités a été qu'ailleurs. Alors, donc, on écope aussi là-dessus. Mais malgré ce déploiement de l'offre, on reste avec encore des très petits nombres d'adultes qui s'inscrivent. Et là, on n'est même pas avec des statistiques sur ceux qui terminent et obtiennent le diplôme. Ces statistiques-là ne sont pas disponibles publiquement. Donc, d'après le dernier rapport de gestion annuelle du ministère, c'est 15% des adultes en FGA qui ont été inscrits à un ou l'autre des dispositifs de RAC. Ça, vous trouverez dans le rapport ce qu'on a considéré comme dispositif de RAC. Et on a 5% des adultes en formation professionnelle qui ont été inscrits en RAC. En formation technique, malheureusement, on ne nous donne pas de pourcentage dans le rapport de gestion annuelle. C'est un nombre et donc on n'a pas la proportion par rapport à l'ensemble. Donc, ça montre quand même déjà des pistes d'action possibles au Québec. Accès, persévérance et réussite scolaire. Donc, ici, le point qui est particulièrement important à attirer votre attention, parce qu'il y a certains systèmes de RVA qui ne se situent pas dans les établissements d'enseignement nécessairement, mais qui donnent lieu à des diplômes. Alors donc, il fallait clarifier qu'est-ce qu'on entend par scolaire. Donc, scolaire renvoie à scolarité, renvoie à diplôme reconnu par l'État et tout ça. Accès, évidemment, on s'est intéressé à des textes qui parlaient des opportunités diverses de participation, l'information, etc. Persévérance, des gens qui maintiennent leur participation tout au cours d'une activité de RVA et du programme scolaire auquel la RVA peut être attachée. Et la réussite, elle est considérée en 2 temps, c'est-à-dire l'obtention d'unités ou de crédits scolaires à la suite d'un processus de RVA et, ultimement, l'obtention d'un diplôme qualifiant. Alors, c'est la façon dont on l'a travaillé. On a aussi travaillé, puisqu'on avait déjà quelques études qui nous disaient qu'il y a beaucoup d'interruptions de parcours au moment où les gens ont l'information spécialisée sur qu'est-ce qu'est vraiment la RVA. Donc, dès la phase d'information, alors on s'est demandé, est-ce que les études documentent d'autres interruptions de parcours à d'autres étapes du processus? Donc, les phases du processus, évidemment, ce n'est pas les phases telles que chaque établissement les conçoit, mais vous allez retrouver les vôtres, vous pouvez les attacher à ça. C'est une typologie qui a été faite en mettant en commun des études de divers domaines. Donc, la phase d'information, qui est une phase qui a été un peu oubliée au début, était surtout mise en amont, mais de notre point de vue, c'est vraiment important de le considérer dans le processus tel que le vit l'adulte. Hein. Ici, c'est les phases telles que le vivent les adultes. On s'est intéressé vraiment au point de vue des adultes. Donc, l'information sur le dispositif, la démarche. Donc, le dispositif, c'est l'offre de service qui est mise en place. La démarche, qu'est-ce que l'adulte lui-même va avoir à faire. Les coûts. Qu'est-ce que ça va coûter à l'adulte de le faire et le financement possible? Et ici, on inclut les coûts
pas seulement les coûts d'inscription éventuels, mais les coûts pour de l'accompagnement, les coûts pour pouvoir être disponible pour faire tout ça. Est-ce que, bon, tous les éléments qui permettent à un adulte de s'engager vraiment et de rester dans le processus. On sait que les enjeux de participation à la formation des adultes, les aspects financiers sont importants, mais c'est la même chose en RPA. Identification, donc c'est la phase où l'adulte met à plat ses compétences acquises en lien avec un référentiel, etc. Et du côté des intervenants, ça va être l'étude de recevabilité qui va se faire à ce moment-là. Et ensuite, on va passer à l'évaluation des acquis qui vont prendre différents formats. Puis, on a l'étape de sanction où là sont attribuées unités, crédits dépendant du domaine, voire le diplôme complet. Et puis, c'est encore assez marginal, c'est plus nord-américain où la RVA est souvent intégrée dans un programme de formation même. On a moins ça, par exemple, en France avec la VAE où c'est travaillé de façon distincte. Là, il y a une loi qui est passée en 2017 pour faire des alignages plus serrés, mais c'est tout récent, donc il n'y a pas d'études encore là-dessus. Mais on l'a intégré dans notre travail, toute cette question de l'achèvement de la formation complémentaire. Je vais parler parfois, ici au Québec, on parle plus de formation manquante, ou parfois de formation d'appoint, mais on va prendre un terme plus neutre, je dirais, complémentaire. Il y a une autre activité transversale possible qui ne sont pas toujours dans tous les systèmes, accompagnement de l'adulte, donc marcher avec, et donc pas seulement donner de l'information, mais vraiment être en phase avec ce que l'adulte vit dans cette démarche-là, qui peut être parfois complexe, et le montage financier. Puisque au fil du déroulement, des fois, il y a des choses qu'il faut ajuster et tout ça. Il y a un autre construit qu'on utilise qui sont les niveaux de développement des systèmes de RVA. Je vais le présenter avec les résultats parce que ça nous économise quelques minutes de le présenter une première fois. La méthodologie, très, très brièvement, on a une longue annexe sur la façon dont on procéder. Alors, je vous invite, pour les gens qui s'intéressent, à consulter l'annexe. C'est une synthèse informative d'écrit scientifique. On a couvert les articles scientifiques, des chapitres de livres. On sait que le domaine de la RVA, il y a un certain nombre d'ouvrages collectifs qui sont publiés parce que les chercheurs essayent de se mailler et de trouver comme un créneau de partage. Et donc, les ouvrages collectifs sont souvent plus faciles à publier. Mais on n'est pas tout à fait dans le même registre. Les thèses, on a découvert des thèses vraiment intéressantes, des rapports de recherche. Dans les pays de l'OCDE, c'était notre zone géographique, on a ajouté la République sud-africaine parce qu'après l'apartheid, le régime de l'ANC a fait des actions vraiment, il a été très proactif dans la RVA pour les adultes qui avaient interrompu leur parcours secondaire parce qu'il y a eu, pendant plusieurs années, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. Donc, on les a inclus. Et on a aussi complété avec des organismes internationaux. On a consulté un certain nombre de documents d'acteurs, mais ils sont peu pris en compte dans nos analyses finales pour différentes raisons. On a couvert une dizaine de banques de données. On a travaillé en analyse de contenu avec une visée descriptive et compréhensive. Évidemment, cette étude-là a plein de limites. Elle n'est pas parfaite. Mais de notre point de vue, elle pose de bons jalons pour avancer dans les choses. Une des limites vient des difficultés du vocabulaire. Quand on lit et qu'on travaille dans des zones géographiques différentes avec des systèmes éducatifs différents, les mêmes mots veulent dire des choses différentes. Il faut vraiment faire attention. On travaille puis on travaille en 2 langues et tout ça. Donc, c'est une difficulté qui entraîne parfois des espèces de comportements et tout ça, là. Mais donc, il faut toujours faire attention. Puis, tu sais, ils veulent-tu vraiment dire ça dans certains textes? Oups, on voit qu'il y a un glissement dans l'usage de validation et tout ça. Juste vous dire que validation, telle qu'on l'utilise en FPT ici au Québec, c'est pas dans. Ici, on est plus proche de évaluation que de validation. Donc, cette difficulté-là, ça pose un certain nombre de limites. Et l'acronyme de l'UNESCO, au bout du compte, quand on l'a travaillé pendant tous ces mois-là, il ne nous semble pas adéquat et nous aider à sortir de ces difficultés-là. Donc, une des pistes, c'est qu'on recommande au Québec de continuer à parler de RAC parce que, d'une part, la population commence à s'y acclimater, donc il ne s'agit pas de rechanger tout ça. Et on a une approche assez pragmatique là-dessus.
La recherche est un domaine qui est jeune. Il y a plusieurs publications. On a trouvé beaucoup plus d'écrits que ce qu'on attendait, mais beaucoup passent sous silence des informations qui nous paraissent cruciales pour bâtir une recension des écrits solides. Donc, comme nous, on était avec adultes sans diplôme qualifiant, il y a beaucoup d'études qui ne précisent pas le niveau de scolarité des gens qui participent aux études. Alors, c'est une limite des travaux. Il a fallu faire de l'extrapolation en fonction d'éléments dans les textes pour dire, OK, là, on est vraiment avec des personnes qui ont leur high school, par exemple, c'est un cas assez typique, qui ont la formation générale, qui travaillent pendant quelques années et qui reviennent dans un collège communautaire, par exemple. Alors, mais on n'a pas avec certitude les niveaux de scolarité initiale des adultes, des échantillons. Très peu d'études s'appuient sur des variables et des construits théoriques communs. C'est très rare. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques construits. Le construit de Butterworth qui a été initié en Grande-Bretagne sur les 2 types de reconnaissance acquis, mais qui a vieilli parce qu'il y a d'autres dispositifs qui ont été créés depuis. Il y a quelques études américaines qui capitalisent sur les travaux d'autres, mais ça reste encore assez marginal. On va la présenter un peu plus loin, les logiques d'engagement en RVA qui, en Europe, sont prises par quelques chercheurs, mais il n'y en a encore pas beaucoup. Donc, on oublie, là, on n'est vraiment pas dans une méta-analyse, on n'est vraiment pas après faire des analyses comparatives, quantitatives, on n'a vraiment pas des variables suffisamment claires pour travailler là. Et aussi, les données sont encore très localisées, c'est-à-dire une recherche dans un seul établissement, dans une seule région et tout ça. La documentation aussi, ça c'est important de se le rappeler, on a travaillé avec le français et l'anglais. Donc, par exemple, en Allemagne, on n'a pas de travaux en Allemagne, mais on peut penser qu'il y en a de publiés en allemand, mais qu'on n'a pas. Donc, les résultats. On travaille avec un corpus de 120 textes, 96 études distinctes. Donc, il y a certaines études qui ont donné lieu à plusieurs textes. Au Québec, dans ce corpus-là, on a 2 études empiriques. On a l'étude de nos collègues de l'Université Laval, Lucéon et Iliette Goyer, qui ont travaillé, c'était un projet qui était financé par le programme de subvention de la Commission des partenaires du marché du travail. C'était dans l'industrie du transport. Donc, elles abordent les questions du DAP en transport notamment. Et moi, j'ai fait des travaux avec 3 commissions scolaires en Estrie, en FGA et en FP. On voit 59% en anglais, 41% en français, et vous voyez rapidement que la France produit quand même beaucoup sur cette question-là. Et on voit que la recherche qualitative est de façon générale la plus importante, sauf aux États-Unis, où là, on a des devis quantitatifs importants, beaucoup avec des données administratives des établissements. Alors, les pratiques qu'on a documentées, repérées, donc on avait ouvert assez large au début parce qu'on sait, par exemple, que le bilan de compétences qui peut être fait par les conseillères et conseillers d'orientation dans différents organismes, dans le communautaire et autres, contribue à des retours aux études et peut contribuer au maintien dans le parcours et tout ça, dans l'accès dans le maintien. Donc, à l'origine, on avait ouvert, mais on n'a pas trouvé vraiment d'études qui documentent spécifiquement cet aspect-là. Ça fait que finalement, on s'est limité davantage aux études dans les milieux d'enseignement. Donc, les fonctions des dispositifs, on les a travaillés selon la terminologie là, RVA. Donc, mais il y a se reconnaître qui ne donne pas lieu nécessairement, qui donne pas lieu à des unités. C'est pas ça l'intention. L'intention, c'est d'aider les adultes à reprendre confiance dans leur capacité d'apprendre. Alors ça, on va avoir ça beaucoup dans des adultes en milieu collège communautaire, milieu universitaire, avec des gens qui sont particulièrement éloignés. Ça fait un bout de temps qu'ils ne sont pas venus en formation, qui n'ont pas les préalables et tout ça, où on va faire ce type d'activité-là. Le portfolio, il peut être assez utilisé dans ce sens-là. Ensuite, on a des dispositifs pour l'admission. Donc, il y a certaines études qui vont les considérer. On n'a pas vraiment
chercher systématiquement ces études-là, mais certains les comparent avec d'autres qui vont vers la validation et la certification. On a aussi, évidemment, notre morceau, je dirais, il est dans des études plus dans la validation, valider donc des dispositifs qui donnent lieu à l'attribution de crédit. Là, je parle de crédit parce que c'est l'unité la plus utilisée, mais ici au Québec, on va parler d'unité dans certains ordres d'enseignement. Donc, c'est obtenir des crédits après évaluation avec possibilité de suivre une formation qui va être plus courte ou moins intense, dépendant des programmes, parce que dans certains programmes, les gens continuent à être dans le parcours régulier, donc les cours ne se donnent pas plus vite parce qu'eux, il leur a été reconnu. Ça fait que le parcours n'est pas nécessairement plus court, mais il peut être moins intense. Mais on a des formats plus individualisés, comme on trouve ici en formation professionnelle, enfin qu'on a documenté, mais ça n'apparaît pas encore beaucoup dans la littérature. Puis finalement, la certification, donc c'est ce qui nous mène à des formes de certificats divers et à l'obtention d'un diplôme complet, comme on peut avoir notamment en France. Un même dispositif peut avoir plusieurs fonctions. Ce qu'on voit, on voit vraiment une différence importante aux États-Unis. La RVA est vraiment intégrée davantage dans les programmes scolaires, puis on la travaille vraiment dans un enjeu de scolarisation, de scolariser davantage de gens et tout ça, et on a moins le discours de la qualification. Alors qu'en France, la qualification est vraiment importante. On se situe probablement entre les deux, comme dans beaucoup de choses. Les pratiques sont souvent travaillées par les auteurs en regardant comment l'évaluation se fait. Donc, on a beaucoup, un grand groupe de pratiques qui relèvent plus d'approches de RVA par test et examen, souvent en début de parcours. Où les gens, par exemple, les militaires américains qui reviennent et tout ça, qui veulent s'inscrire dans un programme de collège communautaire, on va leur faire s'ils le souhaitent, ils vont faire des tests sur des éléments de formation générale et tout ça pour accélérer leur parcours. Donc, il y a plusieurs études qui vont aborder ces questions-là. On a des pratiques qui sont plus centrées sur le développement de l'adulte, puis on va s'intéresser à comment il a développé ses compétences et tout ça. Et là, on va être plus dans les approches narratives présentes dans la VAE, dans certaines pratiques de VAE françaises, surtout celles en université, moins celles qui donnent lieu à des diplômes de formation de fin de secondaire. On a celles qui vont plus travailler sur la mobilisation de compétences en contexte. Donc, ici où on va créer des situations en simulation ou on va aller observer en situation de travail. Et on a des pratiques mixtes. Donc, en formation professionnelle et technique au Québec, on est vraiment plus en approche mixte que dans d'autres pays. Bon, ça, c'est minuscule, je le savais, donc je vais passer très rapidement. Vous avez cette figure-là dans le document, mais juste rappeler, les gens sont sur le marché du travail, dans leur vie familiale, font du bénévolat et autres. Donc, de façon générale, les dispositifs tiennent compte de l'ensemble des situations de travail des gens. La phase d'information peut se faire par différents types d'instruments et de méthodes et également d'acteurs. Ça, je vais vous laisser le regarder dans le rapport. Pour aller plutôt à celle-ci, même qui elle aussi est également pas mal petite. Mais pour voir un peu qu'est-ce que la littérature nous dit sur les ruptures de parcours en fonction de chacune des phases. Donc, il y a des ruptures qui peuvent être associées à des défis rencontrés par les adultes ou à des défis rencontrés par l'organisation. Parce que c'est pas, on s'entend que les enjeux de maintien ou de persévérance appartiennent aux adultes, mais appartiennent aussi aux organisations. Alors, les quelques études qui documentent la phase d'information, c'est très clair que là, il y a beaucoup de gens qui viennent à une première rencontre avec un conseiller et qui considèrent que ce n'est pas pour eux et qui ne reviennent pas. Les études qui sont allées plus loin pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne reviennent pas et tout ça? Ce qu'on voit, c'est que l'information sur la RVA est souvent déstabilisante. Les gens arrivent avec une autre perception de ce que c'est et ils sont déstabilisés et ils n'ont pas d'espace pour reprendre la stabilité.
On les laisse aller avec ça, puis ben là, ils prennent la décision que ce n'est pas pour eux sans avoir confronté leur compréhension de ce que c'était vraiment. L'information est partielle et insuffisante par rapport aux questions que se posent les adultes. Parce que l'information est encore plus construite en fonction de ce que l'organisation offre que ce que l'adulte vit comme questionnement. Mais pour savoir les questionnements de l'adulte, ben, il faut leur parler, il faut faire des études sur ça, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de sous pour le faire. Appréhension face à l'engagement attendu. Alors ça aussi, c'est un élément là, où les gens disent « Ah, ça a l'air bien trop gros, cette affaire-là, c'est pas pour moi ». Et la difficulté à lier à son expérience. On est confronté à un langage institutionnel, les compétences ne sont pas du tout aimées comme ça que j'ai le sentiment d'avoir et tout ça. Donc, je me dis, ben non, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, donc, là, il y a beaucoup d'éléments, mais je vous dis tout de suite, il y a une thèse Salini, la thèse de Salini qui est faite en Suisse, qui permet vraiment des beaux approfondissements sur cette question-là. Alors, les gens qui s'intéressent à cette phase-là, je vous conseille vraiment d'aller la consulter. Évidemment, pour les organisations, il y a des défis liés à l'accessibilité de l'information pour le grand public. On est dans des univers complexes, donc il faut rendre ça accessible. Il faut que l'information, qu'on arrive à la rendre personnalisée et ajustée, donc on ne peut pas juste faire comme juste une présentation générale, il faut rentrer un peu dans l'expérience des gens et tout ça. Et il y a des défis de stabilité d'information liés notamment à la mobilité du personnel, etc. Bon. Alors ça commence à être documenté, mais je pense que ça nous donne quand même déjà pas mal de pistes pour travailler ici. Il y a des ruptures aussi au moment où les gens remplissent les documents, commencent à réunir les preuves et tout ça. Alors, il y a la difficulté bien concrète de retrouver les preuves de ce qu'on a fait, alors qu'on était à travailler des objets sans avoir du tout cette logique-là de prendre des photos, de garder des artefacts et tout ça. Il y a la mise en mots de compétences incorporées, ça c'est bien documenté, c'est difficile, peu importe le niveau de scolarité, de mettre des mots sur ce qu'on sait faire. Et la mise en correspondance avec un référentiel qui n'utilise pas du tout les termes de son milieu de travail. Alors ça, c'est bien documenté. Du côté de l'organisation, toujours l'intervention personnalisée, aider, on peut parler d'aider à faire l'interprétation et tout ça. Donc, ça demande aussi des acteurs, des conseillers RAC ou des accompagnateurs dépendants des systèmes qui connaissent les différents milieux de travail, qui connaissent la machinerie, qui connaissent les systèmes comptables, etc., et de ne pas être juste dans la logique de ce qui est enseigné dans le programme. Alors ça, c'est un vrai défi. La disponibilité, ça c'est documenté, beaucoup de délais dans le temps qui est fait entre l'adulte qui est après remplir son dossier, là, il s'y est mis le mercredi soir, là, puis il est après le faire, puis là il y a une question, ben, il n'y a personne à qui il peut parler, donc là le jeudi matin, alors qu'il pourrait parler, ben, lui il est au travail, etc. Donc il y a ces défis-là de disponibilité. Puis ça j'en ai parlé, la connaissance d'une variété. Évaluation, là ici, donc les deux phases là, où les ruptures sont les plus importantes, puis je pense qu'on le voit ici aussi au Québec, c'est vraiment la phase d'information et la phase d'identification, recevabilité. Une fois qu'on est engagé dans l'évaluation, ben là, on maintient un peu plus. Mais la question des délais trop longs entre une évaluation et une autre, ça joue vraiment aussi dans la rupture. Donc, comme il faut passer vite, vous voyez un peu la logique du tableau. On va passer à la prochaine diapo. Les résultats, bon, nous, on s'intéressait aux visées des adultes, donc visées des adultes, les logiques d'accès, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans la recherche, mieux comprendre qu'est-ce qui amène les adultes en reconnaissance des acquis, et on voit dans les études, notamment sur les points relais conseils qui ont été mis en place avec la VAE française, donc qui était mandatée clairement pour donner de l'information. On voit que les gens s'engagent beaucoup en RVA sur la base de témoignages de leurs amis, de leurs collègues de travail et tout ça, beaucoup plus d'une certaine façon que sur la base de professionnels.
Alors donc, ça nous paraît vraiment important de documenter les logiques d'engagement et la satisfaction des adultes, puisque ça va être eux qui vont être les passeurs de messages. Donc, la France s'est intéressée à ces questions-là très rapidement. La VAE, la loi a été adoptée en 2002. Dès 2004-2005, il y avait de la veille en recherche pour documenter comment ça s'installait. On sait qu'au Québec, on n'est pas là du tout. Donc, 2005, premiers travaux qui ont été publiés par le CEREC, qui est un organisme de partenariat, je n'entrerai pas dans les détails, mais qui a documenté et qui a commencé à travailler sur la typologie des logiques d'accès et qui a été repris par la suite. Alors, ce qu'on voit, c'est 5 logiques. La logique de promotion, améliorer sa situation de travail dans une organisation déjà existante. On va le retrouver comme moi, je travaillais récemment sur mon corpus des adultes en opération d'équipement de production, des gens qui veulent passer d'un poste d'opérateur à un poste de contremaître ou de direction d'équipe et tout ça. Donc, la RAC, dans leur cas, est un motivateur clair et quand l'employeur est derrière, on le voit dans les études qui touchent ces questions-là, ça a un effet réel dans l'engagement et dans la persévérance. La logique de protection, ici, on est plus face à des adultes qui sont en chômage ou qui sont en menace de perdre leur emploi et qui, là, vont s'engager en RVA pour s'assurer de retrouver un emploi similaire dans une autre entreprise. On va avoir l'insertion différée qui s'adresse plus aux plus jeunes qui sont allés d'un boulot à l'autre, qui n'avaient pas de diplôme qualifiant, qui ont appris toutes sortes de choses et qui, là, souvent, veulent entrer en famille, avoir des responsabilités, donc un revenu plus sécurisé, et qui vont tenter par la RVA de consolider leur profil professionnel. Reconversion, c'est des adultes souvent qui ont vécu divorce, licenciement et tout ça et qui disent, bon là, j'en profite, j'en ai marre, je veux plus travailler là-dedans, je veux travailler dans autre chose. On va parler de réorientation plus ici au Québec. Et on a une logique qui n'était pas dans les travaux du CEREC, parce que le CEREC avait une approche plus milieu du travail. Les travaux de Pinte et autres, puis il y a d'autres travaux qui ne reprennent pas tout à fait cette terminologie-là, mais où c'est très présent, où les adultes viennent vraiment pour un enjeu d'être reconnus dans le métier qu'ils se sont un peu fabriqués eux-mêmes en le faisant, qui ne sont pas des métiers homologués, mais qui sont des activités de travail qu'ils font bien et qui veulent avoir une forme de reconnaissance. Alors, donc, reconnaissance du métier, reconnaissance de soi, on a les gens qui prennent leur revanche face au système, ils ont été déclassés dans leur formation quand ils avaient 16, 17 ans et qui sont rendus maintenant dans des activités de travail avec des collègues qui ont un baccalauréat, puis eux, ils n'ont pas le baccalauréat et tout ça. Donc, on a ces enjeux-là qui vont se situer. Donc, voilà. Donc, ce qui nous paraît important à tenir en compte quand on regarde les différentes études, c'est vraiment de porter attention à la scolarité initiale. On sait que la grande majorité, et ça c'est aussi nommé dans les études du CDFOP, qui s'intéresse beaucoup aux populations défavorisées qui n'ont toujours pas accès à la RVA, de documenter ces éléments-là. Donc, je vais passer aussi rapidement. Donc, ce qu'on constate dans les études, c'est que le développement de la RVA dans les pays de l'OCDE, elle est dynamique. Mais elle est vraiment encore loin des cibles qui ont été fixées et qu'il y a des sous-groupes de la population qui ne sont pas touchés. Alors, il y a plusieurs appuis qui ont une politique publique, qui confirment le soutien de l'État à la mise en œuvre, mais souvent, elle est très ciblée à un ordre d'enseignement. La méconnaissance de la RVA par la population, elle est documentée dans différentes études et, comme je viens de le dire, les populations défavorisées semblent encore très, très peu rejointes. Alors, on pourrait se demander, le Québec est aujourd'hui à quel niveau de développement? Alors, ces niveaux, on les a travaillés sur la base des travaux de Feutry en France qui ont été intégrés dans le travail de l'OCDE, de l'enquête de l'OCDE à la fin des années 2000, qui ont donné lieu au rapport de Werkin de 2010, qui est aussi un texte de base là, à lire sur le développement.
Alors, niveau 1, c'est à l'ordre du jour. Niveau 2, recherche alternatives, mise en œuvre soutenue par une politique publique. Ensuite, mise en œuvre avec de l'évaluation, des veilles, on documente, on améliore, on voit qu'est-ce qu'il faut ajuster et tout ça. Puis mise en œuvre inclusif de tous les adultes avec la recherche scientifique intégrée et tout ça. Alors, les phénomènes transversaux qui ont été documentés, c'est que on dit souvent la RVA, la RAC, ça permet d'obtenir un diplôme par une autre voie que les parcours typiques. Alors, cet élément-là, ça tient ses promesses, mais à certaines conditions. C'est-à-dire, en ce moment, on pourrait dire que si on appartient à tel groupe de la population, si on est plus scolarisé, on le voit bien, différentes études le documentent, plus qu'on est scolarisé, plus qu'on a accès, plus qu'on termine, etc. Alors, c'est sûr qu'ici au Québec, on n'a pas encore ces données-là, mais on le voit dans d'autres études et la France a réagi assez vite quand ils ont eu un premier rapport, outre les travaux du CEREC. L'État a commandé une première évaluation qui a donné lieu au rapport Besson en 2008. Et le rapport Besson a clairement identifié qu'on n'atteignait pas les cibles et que les populations les moins qualifiées étaient les moins rejointes. Ça fait qu'on est dans un paradoxe. Si on veut que la RVA permette aux gens qui n'ont pas un premier diplôme qualifiant d'en obtenir un sur la base de leur activité, il y a des ajustements à faire. Donc, il y a différents travaux. On n'est pas encore... la France ne prétend pas avoir atteint toutes ses cibles, mais ça reste un système plus avancé que le nôtre. Sauf en FGA. Le Québec et le Portugal, en formation générale des adultes, se démarquent. Ça, je tiens à le dire parce que je sais que les gens de la FGA ici font du travail. Vraiment, je continue à dire qu'il y a beaucoup d'améliorations possibles, mais il se fait quelque chose qui est encore assez peu fréquent dans les autres pays, du moins dans les études. Hein, toujours nuancé. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais ce n'est pas étudié. Donc, la RVA tient ses promesses, mais à certaines conditions. L'attribution de crédits par validation favorise la diplomation. Selon les études qui ont étudié cet aspect-là, les gens qui obtiennent des crédits par voie de validation des acquis, ils terminent plus leur diplôme que ceux qui n'en ont pas eu. Alors, il y a différents facteurs en jeu, que ça raccourcit leur parcours, mais il y en a, ça leur redonne confiance et de la motivation. Des sous-groupes qui sont inégalement rejoints. Aux États-Unis, par exemple, c'est assez clair, c'est les populations les Blancs, les Blancs non hispanophones, les hispanophones ont davantage accès à la RVA que la population noire, que la population autochtone, etc. La proximité du témoignage favorise l'engagement, ça je l'ai abordé. Le langage sur la RVA pose d'importants défis aux acteurs. Ça, c'est autant à l'interne des systèmes, de la façon dont on en parle aux adultes, s'ajuster face au discours public et tout ça, il y a des défis réels. Les démarches narratives de RVA, le portfolio, les éléments où les gens doivent se mettre en mots leurs acquis et tout ça, l'accompagnement a un effet majeur sur la persévérance parce que les gens abandonnent particulièrement dans ces processus-là s'ils n'ont pas d'accompagnement. Puis, la recherche sur la participation des adultes en RVA est vraiment jeune. On a beaucoup de potentiel de réalisation. Donc, des pistes d'action pour le Québec, documenter les parcours, évaluer les divers dispositifs de RAC québécoise. Pour l'instant, on a des données publiques sur la RAC au compte-gouttes. Je sais qu'il y a des gens du ministère qui ont des données, mais elles ne sont pas publiques et on a ici, c'est toute l'idée, c'est notre deuxième piste d'action, c'est que les services d'information ne doivent pas être pensés juste au niveau des acteurs spécialisés. Les acteurs de l'information et de l'orientation peuvent jouer un rôle extrêmement important et donc, il faut les inclure dans la phase d'information. Il faut trouver des façons d'avoir des sites Internet avec une rubrique spécialisée pour ces professionnels-là, etc., mais il faut les penser. On est en ce moment dans un projet de guichet unique, mais c'est vraiment important quand on lit les études sur l'information,
La structure, c'est vraiment pas la panacée. C'est comment l'information se passe et tout ça. Evelyne est après terminer son mémoire sur l'information, alors elle pourra vous en dire plus. Donc, documenter les parcours, évaluer les dispositifs. On a différentes sous-actions, je dirais, dont, évidemment, on aimerait bien qu'on fasse un vrai programme d'action concertée pour avancer la recherche de façon significative dans tous les ordres d'enseignement. Là, mon temps file, alors je vais filer là-dessus. Consolider la RVA à l'université. Le Québec, ça c'est très clair, on est vraiment dans ce qu'on voit qui est développé, qui est documenté, n'a pas eu le même soutien que dans d'autres pays. Et donc, nous, on recommande vraiment que l'État, ici dans le rapport, vous allez trouver les destinataires des recommandations. La majorité s'adresse au gouvernement ou au ministère de l'Éducation. Il y en a quelques autres qui s'adressent au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité et tout ça, mais vous allez trouver dans le rapport les destinataires. Donc, soutenir les initiatives des universités, puis mieux faire connaître les programmes où il y a de la RVA, puis l'ensemble des informations nécessaires. Mettre en commun les ressources en RVA, donc de ne pas continuer à travailler comme cavalier seul. Puis dans les ressources en RVA, on considère qu'il y a des chercheurs, on en a identifié 4, il y en a d'autres évidemment qui travaillent, comme il y a M. Bédard qui travaille sur la question avec les ordres d'enseignement, les ordres professionnels et tout ça, il y en a quelques autres. On n'est pas beaucoup encore, mais il y a quand même des gens. Donc, il paraît vraiment important de mettre en commun ces ressources. Mobiliser les employeurs, ça ressort vraiment dans les études européennes qui s'intéressent à la qualification, la place des employeurs. Et de notre point de vue, par rapport à ce qui est documenté, il nous semble que le Québec gagnerait à développer davantage. C'était une des mesures du plan d'action de 2002, là, de travailler davantage en collaboration pour faire de la RAC en formation professionnelle et technique, aussi les employeurs et tout ça. Et pour le soutien financier, on gagnerait vraiment à voir comment les gens le font dans d'autres pays pour soutenir vraiment que ce soit une aide publique, une aide privée, aller dans les REER, mais que ça soit davantage conceptualisé pour que les gens voient clairement comment ils peuvent réaliser ça. Alors, on vous a sélectionné quelques pistes de recherche qui sont liées aux pistes d'action. Dans le fond, pour nous, compte tenu, bon, c'est sûr, j'ai un billet, j'enseigne en orientation, hein. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment important de soigner comment on parle de la reconnaissance des acquis. Et pour pouvoir en parler en sortant de l'anecdotique, il faut documenter les parcours. Et il faut documenter les parcours d'apprentissage des adultes qui vont les amener à la reconnaissance des acquis, mais aussi comment ça se passe dans la démarche elle-même. Les logiques d'engagement, il y a là quelque chose qui nous semble vraiment porteur, qui serait vraiment intéressant à faire une recherche assez à court terme où on pourrait rouler. Il y a aussi une autre recherche qui serait, de notre point de vue, qui nous aiderait vraiment à travailler une recherche, un beau devis quantitatif là, pour travailler avec les données administratives qui existent. Elles ne sont pas parfaites, ça, je le sais, mais qui existent. Et bien sûr, vous en trouverez d'autres dans le rapport. Merci. Merci. Je vais vous laisser prendre une gorgée d'eau après ce rythme effréné. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, très structurée. Il y avait à l'amorce de ce projet un niveau de difficulté qu'on connaissait. D'abord, une recension des écrits, c'est toujours complexe à présenter, mais cet univers-là de la reconnaissance des acquis avec les différents ordres impliqués, le jargon des différents pays aussi qui produisent de la recherche là-dessus, et la distinction, je dirais, entre les études qui sont faites sur les pratiques et les pratiques elles-mêmes. Donc, la période d'échange et de questions qu'on a aujourd'hui, c'est pour aller chercher le niveau des pratiques, justement. Comment vous recevez ces résultats-là qui documentent les pratiques par le biais des études scientifiques, puis ce que vous constatez, vous, dans votre travail de tous les jours. Alors, on va passer à la période d'échange et de questions. Juste avant, je voulais juste noter que dans la présentation, Mme Bellil et son équipe ont pris le soin, et je trouve que c'est une très bonne pratique, j'appelle ça de l'intégration verticale, là. Si vous avez aimé ceci, vous aimerez cela. Donc, dans le coin en haut à droite, les pages du rapport final auquel se réfèrent chacune des diapos.
c'est bien entendu pour vous inviter à aller lire ce rapport de recherche-là qui se décline en 3 morceaux. Donc, un article promotionnel d'1 page, un article promotionnel de 4 pages. Ça, c'est pour inciter vos collègues à aller lire le rapport. Puis vous qui avez lu tout le rapport et tous les annexes pour rendre justice à toute la complexité qu'il y a derrière les résultats qui ont été très bien synthétisés aujourd'hui, mais qui recèlent beaucoup plus de richesse que ce qui a été présenté. Alors, tel qu'annoncé, on va prioriser les questions et les interventions en ligne. Et pour ce faire, je prête le micro à Mme Mylène Jeté pour se faire porte-parole de ce qui entre par le biais de la webdiffusion. Félicitations pour Mme Bélis pour la qualité de sa présentation, la clarté aussi de sa présentation. Là, je vais peut-être, c'est ça, faire des bonds dans la présentation parce qu'il y a quelques questions qui sont rentrées au courant de tout au long. Il y avait une dame dont je ne nommais pas de nom parce que j'ai peur de faire de mal de nommer, qui a demandé une précision. Quand vous parliez au début du montage financier, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par ça? Elle aimerait avoir plus de détails. Alors, le montage financier, c'est de voir dans la projection dans le temps comment ça peut prendre de temps faire le parcours de RVA. Puis, si, évidemment, on voit assez rapidement qu'il y aura des compétences qui ne pourront pas être faites reconnues et qu'il y a de la formation à faire, donc de projeter dans le temps qu'est-ce que ça va vouloir dire et de s'assurer que l'adulte a bien les ressources financières pour le faire. Donc, de ne pas l'abandonner là-dedans. En France, par exemple, vous allez trouver dans les sites, puis ça, je pourrais le faire, j'ai ça assez facilement, faire une espèce de feuille de lien intéressant là, sur les travaux des acteurs. S'il y a Evelyne, tu notes ça, là, mes promesses, là, que je puisse tenir mes promesses. Mais on voit là, dans certains endroits, là, ils vont vraiment dire, OK, si vous avez telle situation, vous allez pouvoir obtenir du financement de tel organisme, etc. Et ça, c'est aidant. Et c'est parce que c'est encore beaucoup, c'est assez invisible pour le moment. Par exemple, on sait qu'au Québec, il y a des parcours de RVA dans les universités notamment qui coûtent des sous aux gens qui les font et tout ça. Et ça prend quand même un certain temps. Alors, nous, on est plus dans l'idée d'avoir cette approche-là européenne, de dire ça coûte rien, ça coûte des sous. Si ça coûte des sous, ça va être calculé un peu comme les cégeps aussi, parce que ça aide les adultes, ça évite aux adultes d'avoir des mauvaises surprises et ils peuvent bénéficier des accompagnements pour trouver les solutions pour faire le montage financier. Parce que ça se fait, mais il faut avoir des gens qui savent faire comment on planifie des retours aux études en tenant compte de l'aspect financier. Et évidemment, il y a ici un lien aussi qui va vers le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, puisqu'il y a quand même pour un certain nombre d'adultes des soutiens financiers qui vont venir de ce ministère-là. Donc, il faut être plus clair sur qu'est-ce qui soutient vraiment et qu'est-ce qui ne soutient pas. Puis, il y a vraiment, au Québec, il y a des subtilités qui ne sont pas évidentes. Et donc, ça, c'est tous des éléments qui peuvent, si ce n'est pas clair au début du parcours, être dans la catégorie des mauvaises surprises et que les gens découvrent après s'être engagés dans 1 an, puis là, dire « Ah ben non, je perds mon financement, j'ai plus cette aide-là, etc. » Fait que c'est ce qu'on veut dire. Alors, merci beaucoup pour les précisions. J'ai une autre question de Mme Harvey qu'elle a posée, c'est à peu près vers la page 18 de la présentation. Sa question est la suivante. La reconversion ne serait-elle pas plutôt de l'ordre de la formation? C'est une excellente question. Moi, pendant longtemps, j'ai dit que la reconnaissance des acquis n'était pas pour les gens qui voulaient se réorienter, mais les études documentent comme cette présence-là. C'est sûr qu'ils sont moins nombreux, mais on va trouver des gens, leur motivation, c'est de venir, ils vont pas aller dans un... je dirais, ils vont pas aller dans un métier ou dans un programme qui est spécifiquement ce qu'ils font, mais il y a quand même des acquis de ce domaine-là où ils vont pouvoir se faire reconnaître. Mais effectivement, quand je donne un cours sur la reconnaissance des acquis et des compétences à nos étudiants du baccalauréat en orientation à l'Université de Sherbrooke, et je leur dis,
c'est moins pour les gens qui envisagent une réorientation. Mais on voit qu'en Europe, c'est documenté qu'il y a des adultes, c'est leur motivation et qui se rendent à terme avec le diplôme. Ils doivent faire probablement plus de formation, dites-moi compte. Alors, il y a une question de Madame Joanne Dubé, que je viens encore de perdre une fois. OK, oui. Alors, c'est la troisième page de la présentation. Elle veut savoir les adultes sans diplôme qualifiant. En quoi se distinguent ceux qui ont un GED ou un TENS des autres catégories d'adultes sans diplôme? Bien, c'est sûr que les détenteurs d'une forme ou l'autre de certification au niveau d'équivalence, on le sait, ces documents-là, c'est une forme de preuve. Alors, c'est sûr que ça peut aider à gagner du temps si je me présente et tout ça. Donc, ça peut être un plus. Nous, dans le rapport sur les besoins d'orientation des adultes sans diplôme, on les a appelés des certifications intermédiaires. En fait, notre préoccupation, c'est de maintenir l'accès à l'éducation secondaire gratuite à l'ensemble de la population et que les gens ne soient pas hypothéqués parce qu'ils sont allés chercher cette forme de certification-là à un moment X de leur vie et qui voudraient, par exemple, faire leur maths forte, etc. Alors, pour c'est important de garder vraiment la porte ouverte et de dire non, ce n'est pas un diplôme. Il y a des gens qui veulent faire des retours aux études et qui ne veulent pas travailler avec. Parce que le GED était vraiment fait pour permettre aux employeurs de lire les compétences générales des gens qui cherchaient un emploi. On n'était aucune prétention à l'origine que c'était la même chose, que ça sanctionnait les mêmes apprentissages qui se fait au high school et maintenant ici au Québec avec le GED. Alors, j'ai beaucoup de questions. Ça continue. Madame Élise Cléroux, avez-vous regardé le processus de l'univers des compétences génériques qui, selon moi, est un long processus pour donner que quelques unités à l'adulte pour le DES via son expérience de vie, etc. Qui pourrait être un moyen de donner des unités à un adulte à partir de son vécu, mais qui est très lourd? Y aurait-il d'autres façons de faire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de RVA en formation générale dans les pays du niveau secondaire. Donc, il y a très, très peu d'études. Moi, j'ai fait une étude où on a travaillé sur les univers, comment ça se passait dans les 3 commissions scolaires de l'Estrie. Et nous, au contraire, on voit que ces univers-là, enfin, les adultes qu'on a rencontrés qui nous en ont parlé, que les univers étaient vraiment... en fait, on peut dire que ça dépend à quel moment ils sont faits dans le parcours de l'adulte, mais qui peuvent aussi jouer un rôle dans la persévérance, c'est-à-dire que les gens réalisent, s'ils le font plus au début, qui ont appris des choses dans la vie, que ça contribue aussi à se reconnaître. Alors, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans les univers. Là, je sortirais de la recherche qui est ici, mais si la dame est intéressée, elle va trouver dans le rapport quelques références sur cette étude-là qui touche les univers. Il y a Isabelle Rioux aussi qui a fait son mémoire de maîtrise en approfondissant des questions qui touchent les univers de compétences génériques. Alors, je continue avec une autre question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre votre domaine de recherche et les résultats du test PISA? Par exemple, plus un pays est au podium de PISA, moins il a un besoin de reconnaissance des acquis. Nous, on l'aurait fait probablement plus en lien avec le PK, qui touche plus les adultes, que le PISA qui est plus chez les plus jeunes.
Non, on ne l'a pas fait parce qu'on est vraiment dans des zones encore trop... c'est trop disparate, on n'est pas dans ces univers-là, mais c'est une piste qui pourrait être intéressante de regarder là, les performances des pays dans PK versus comment ils développent la RAC. Oui. Une question de M. Bédard. Suite à une RAC, est-ce que le résultat est bien reconnu sur le marché du travail? Ça, il y a très, très peu d'études qui portent là-dessus. La majorité des études, les gens obtiennent le diplôme du système régulier. Il y a quelques diplômes spécifiques aux adultes qui existent, donc où l'employeur peut voir que ça a été fait via la RVA, mais la grande majorité, comme ici au Québec, ce sont les mêmes diplômes. Alors, il faudrait... C'est certainement une piste de recherche qui serait intéressante. Est-ce qu'on a assez de nombres encore à ce moment-ci? Je ne le sais pas. Mais ça serait intéressant, certainement à documenter, puisque les gens ont appris plus par eux-mêmes et tout ça. Donc, oui. Mais il n'y a pas d'études en ce moment spécifiques là-dessus, sauf, je dirais, certaines études qui l'approchent indirectement. Les études qui concernent des groupes de travailleurs et de travailleuses qui sont regroupés autour d'une même activité professionnelle. Je pense aux recherches en Suède avec des gens qui sont plus dans ce qu'on pourrait dire ici préposés aux bénéficiaires, aide auxiliaire, des choses comme ça. Ou si l'employeur est associé dans le processus, évidemment, ça va être un gain dans la reconnaissance. J'ai eu une autre question, encore une fois de Mme Cléroux, qui se demande, est-ce que le ministère devrait offrir la possibilité des prêts et bourses pour terminer un DES en FGA pour certaines clientèles, ce qui n'est pas le cas actuellement? Je n'oserais pas répondre à cette question, puisque je suis entourée de gens du ministère. Mais certainement qu'il faut envisager d'autres sources de soutien financier pour les adultes qui sont à FGA, tout comme pour les adultes qui sont en formation à temps partiel. Toutes les personnes vous remercient d'avoir répondu aux questions. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions en ligne. Donc, ce qui nous amène à la toute fin de la période d'échange en web diffusion. Donc, on va laisser, oui, Mylène, une dernière question et je te permets de faire le glissement vers le mot de la fin. Je t'avais promis de te réserver les 2-3 derniers mots pour remercier les gens qui ont pris part à la rencontre. Donc, à toi. Est-ce que je peux poser une dernière? OK, oui. J'ai encore le temps. Ben là, c'est ça, les questions rentrent. Monsieur Desdiens, y a-t-il des statistiques sur le nombre de personnes ayant trouvé un emploi après une RAC? Il y a des études, on peut pas, au Québec, non, certainement pas. On est vraiment dû pour faire de la recherche en reconnaissance des acquis au Québec. Mais il y a quelques études qui font effectivement, qui rencontrent les adultes à la fin, puis quelques mois plus tard, puis qui voient. Puis c'est sûr que c'est pas la panacée, la RAC. Il y a quand même certaines études qui montrent de grandes déceptions chez les adultes qui n'ont pas obtenu de travail, même s'ils ont le diplôme. Ici, bien sûr, il faut toujours regarder les conditions du marché du travail, etc., etc. Mais il y a certainement quelque chose à creuser de ce côté-là. Et on pense que si on documente mieux les parcours des adultes, qu'on fait davantage attention aux événements et qu'on peut attacher des fils plus que ce qu'on fait à ce jour. Alors, c'est ce qui met fin, pardon, à la période de questions. Merci. Je tiens d'abord, au nom du ministère, à vous remercier là, pour la grande participation à cette activité de transfert des connaissances.
Je remercie évidemment les chercheurs pour la qualité de votre présentation d'aujourd'hui. Je tiens à remercier évidemment le Fonds, Nathalie Roy pour l'animation et Gabriela Birsan pour l'organisation de l'événement. J'invite les personnes en ligne et surtout en ligne là, à surveiller vos courriels puisqu'il va y avoir 2 autres activités de transfert qui sont prévues d'ici le printemps dans le cadre du PRPRS. Donc, toujours offert en web diffusion. Donc, ça va nous faire un plaisir là, de continuer ces activités-là pour d'ici le printemps. Puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je laisse la parole à Nathalie Roy pour la fin de cette session. Merci. Seulement ajouter que la captation vidéo de cette séance d'aujourd'hui sera disponible dans quelques jours. Donc, l'ensemble des personnes inscrites, dûment inscrites à la rencontre d'aujourd'hui, recevront le lien vers la captation vidéo. Bien entendu, c'est le début. C'est la fin pour nous dans ce processus-là d'action concertée. C'est le début de la diffusion et du transfert des résultats. Faites-les vivre, ces résultats-là. Vous avez différents médiums pour le faire. Vous avez le rapport final qui est vraiment très exhaustif qui se décompose à un certain niveau d'accroche pour vos collègues, pour permettre d'interpeller vos collègues et les gens avec qui vous travaillez, pour les inciter à prendre connaissance des résultats. Et puisque Mme Bellil et son équipe ont ouvert la porte, communiquez directement avec les chercheurs si vous avez des besoins de transfert de connaissances plus spécifiques dans vos domaines particuliers et ils verront de quelle façon ils sont capables d'y donner suite. Merci beaucoup à tout le monde.